Donc, bonsoir à tous et à toutes une fois de plus. On faisait des tests audio juste pour être sûr que vous entendez bien. Sans plus attendre, on va commencer. On va commencer notre programme du soir. Donc, aujourd'hui, c'est le premier épisode pilote de Radio Corbeau, le podcast. C'est un podcast dans lequel nous allons parler d'éducation, nous allons parler des sujets liés à l'école. Nous allons parler de choses dont on ne parle pas souvent à l'école, mais qui sont critiques pour le développement de notre esprit, de notre capacité à prendre des décisions, à percevoir notre environnement, à percevoir les cultures, à nous autodéfinir aussi. Donc, c'est ce genre de sujet qu'on va aborder ici. On va aussi parler de choses qui ne sont pas forcément académiques, comme des questions de santé mentale, par exemple. C'est vraiment un programme dans lequel on va essayer de partager notre point de vue, également ce que la science dit. On va faire l'effort maximal de toujours essayer de citer nos sources, de toujours préciser quand c'est notre opinion, parce qu'on se veut vraiment rester dans la rationalité plutôt que dans les débats d'opinion de cet acabit-là. Donc, en guise d'introduction, je vais juste rappeler un certain nombre de petits principes qu'on va essayer de respecter en guise de mise en bouche. Donc, comme je disais, la première chose, c'est on va vraiment essayer au maximum de pas faire de la désinformation, essayer d'être factuel. On va essayer d'éviter les critiques, on va dire ad hominem, qui ne sont pas sur les idées. On fera vraiment. Là, je parle pour tout le programme, hein, pas forcément cette émission, si en fait partie, bien entendu, vu que c'est la première. On va éviter, on va essayer vraiment ouais, comme je disais, rester factuel. Rester factuel, sortir de la politique enflammée où on perd la raison, mais rester dans la science pure et dure quand on va s'exprimer. Donc, ceci étant dit, je vais vous présenter mon invité d'aujourd'hui qui nous a fait l'immense honneur d'être là, qui a donné de son temps pour ce podcast que je remercie très chaleureusement, Monsieur Bonga Idiga, qui est ingénieur de formation, qui est passionné de physique fondamentale, qui est également grand consommateur d'histoire, exégète, c'est un mot que j'aime beaucoup utiliser. Un exégète, c'est une personne qui lit beaucoup de documents et qui en fait des interprétations. Donc, je vais me présenter également, même comme je suis pas l'élément le plus important ce soir. C'est vraiment notre invité qui a l'honneur. Donc, moi, je suis Stéphane Clinton-Yobet et je serai juste le poseur des questions, on va dire. Je vais juste poser les questions ce soir et notre invité va nous édifier avec ses réponses, avec son point de vue sur les questions que nous allons poser. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est comment tirer le maximum de savoir utile à l'école. Ça, c'est une question fondamentale parce que l'école, c'est l'une des choses. On peut avoir énormément de différences, on peut avoir des couleurs de peau différentes, on peut avoir des idées différentes, on peut avoir des religions ou je ne sais quoi les différents, mais le socle commun qu'on a souvent, c'est l'école. On est plus ou moins tous passés par là, donc c'est un sujet qui nous concerne tous. Et d'où l'intérêt de cette question-là. Donc, Monsieur Bonga, je vais vous inviter à vous présenter rapidement parce que j'ai juste fait une ébauche. Et après vous être présenté, est-ce que vous pouvez juste nous dire ce que cette question-là vous évoque? Alors, moi, c'est Bonga Iliga. Je préfère utiliser le terme copieur pseudo-ingénieur pour des raisons Que pour je des raisons. maîtrise très bien. Effectivement, voilà. Très bien, Donc, très bien. alors, diplômé de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé en option génie industriel, Mhm. je me suis surtout intéressé non pas à l'ingénierie en tant que telle, mais à l'éducation sur un point de vue ingénieur. Donc, je réfléchis sur les sujets relatifs au système éducatif en prenant le système éducatif comme une industrie en tant que telle. Donc, je réfléchis beaucoup sur ces questions. En dehors de ça, je suis effectivement, comme tu l'as dit, je suis
exégète, lecteur, surtout lecteur. Passionné de lecture, surtout un livre de sciences physiques, donc sciences fondamentales, de sciences sociales comme la sociologie, la psychologie et toutes les neurosciences, et la psychologie, je veux dire la philosophie également. Dans mes heures perdues, je suis un lecteur. Et voilà. Bon, qu'est-ce que m'inspire la question du jour? Aujourd'hui, on se pose la question, est-ce qu'on tire véritablement ce qu'on peut de l'école? Hmm. Hmm. Ou alors, comment tirer le maximum de savoir utile à l'école? Non, en fait, donc, avant de rentrer dedans, je veux juste savoir est-ce que la question pour toi fait sens de se poser la question si on tire le maximum de savoir à l'école. Est-ce que cette question-là, quand on te la pose, ça fait sens pour toi déjà? Ah, alors, oui, effectivement, il y a matière à se poser cette question en ce qui me concerne. Je pense que déjà, avant d'arriver à cette question, il y a la question même de la connaissance. Je pense on va en parler. Il y a Mhm. la question de ce qu'on reçoit comme connaissance à l'école, c'est-à-dire ce qu'on étudie, ce qu'on apprend à l'école avant d'y arriver même à l'utilité, à l'utilité des savoirs et des savoir-faire qui sont inculqués, voilà, qui sont transmis à l'école. Il y a d'abord cette question de la nature, de la quantité et même de la qualité du savoir transmis à l'école avant d'arriver à ces questions. Donc, je pense que c'est une question très importante et on en discutera au cours de cette émission. Ok, Donc, ok. Parfait, merci beaucoup pour ta réponse. Donc, le décor est planté. Et donc, on va attaquer immédiatement la première partie, la première articulation, où on va vraiment se poser la question de l'utilité de l'école, c'est-à-dire de à quoi devrait servir l'école. Parce que si la question, est-ce qu'on tire le maximum de l'école, le maximum de savoir de l'école a un sens, ça suggère que l'école a déjà une fonction basique de transmission de savoir, puisque l'attendu, c'est le savoir, et on se pose la question de savoir si on le reçoit effectivement. Donc, on peut déjà inférer dans la question l'utilité de transmission de savoir de l'école, mais on va entrer plus en profondeur parce que c'est assez basique comme réponse. Donc, on va entrer en profondeur. Et pour ce faire, je vais poser la question suivante. C'est pour toi, bon gars, quel serait le rôle idéal de l'école aujourd'hui? Quel bon, serait son rôle idéal? alors, un rôle idéal de l'école, le rôle principal, le rôle idéal de l'école, pour moi, ce serait d'éveiller la curiosité des apprenants, euh, de développer leur esprit critique et de développer surtout la capacité de remise en question. Parce que c'est ce Hmm, qui inclut, oui, c'est ce qui inclut ce qu'on entend l'œuvre de connaissance même. Connaître, c'est être en mesure de maîtriser, c'est être en mesure d'avoir la maîtrise de ce qu'on a, de ce qu'on sait. Donc, et cela implique une capacité de remise en question et effectivement une capacité de curiosité. Donc, devrait idéalement inciter la curiosité des apprenants. Il devrait aussi leur inciter le goût pour la connaissance, le goût pour la connaissance, c'est-à-dire l'élève doit être en mesure, ou alors doit être volontaire, je veux dire, il doit être oui, volontaire, c'est-à-dire qu'il aime apprendre, qu'il aime acquérir de la connaissance. Donc, un élève doit sortir d'un cours en se disant, j'ai aimé ce cours, cela me donne envie d'en apprendre davantage. Ce sont les principaux ingrédients de la connaissance et de la créativité. Donc, mais c'est ce qui manque cruellement à l'école aujourd'hui dans son ensemble. Je pense que c'est ce qui manque cruellement à l'école aujourd'hui dans son enfance. Et il est vrai qu'elle poursuit un but utilitariste ou pragmatiste, à savoir faire des apprenants des excellents produits capables de résoudre des problèmes rencontrés dans leur environnement, que ce soit
l'environnement de travail, le lieu de travail, le lieu de commerce. Et pour cela, toute l'équipe, c'est-à-dire toute l'équipe composée des enseignants, des autres membres de l'administration scolaire ou académique, veille sur la consolidation des connaissances transmises, transmises par les élèves. Le problème, c'est précisément la méthode. Parce que dans notre cadre, je parle surtout des écoles et des universités africaines en général et camerounaises en particulier. Le problème, c'est précisément la méthode. Il favorise la coercition et le bizutage comme moyen d'inculquer des connaissances aux élèves et étudiants. C'est-à-dire, il n'y a Hmm. pas de, oui, il n'y a pas de goût, il n'y a pas d'incitation au goût, il n'y a pas d'incitation à la passion, il n'y a pas de réelle, de réelle volonté des professeurs à inculquer, à vouloir inculquer de la connaissance. C'est-à-dire, les professeurs en général, ils viennent seulement pour donner des cours comme ça, comme si on gavait des oies, en quelque sorte, comme si on gavait des oies et les élèves, qu'ils le veuillent ou non, ils recevront les enseignements transmis par les élèves. Donc, c'est ce que j'entends par bizutage et coercition. Donc, on favorise ce moyen d'inculquer des connaissances aux élèves et aux étudiants en faisant usage de plusieurs procédés. Donc, déjà, il y a la menace, il y a souvent eu des menaces, il y a des punitions et tout cela. Et donc, voilà, ce sont des moyens utilisés ce sont des moyens d'apprentissage aujourd'hui dans nos écoles et nos universités. Hmm. Alors qu'en faisant preuve d'un minimum de pédagogie, la méthode, on peut dire que la méthode pédagogique est la méthode par excellence. Bon, je vais le relancer sur la question. Parce qu'il avait, je vais juste rappeler, je rappelle encore une fois de plus pour ceux qui viennent de nous rejoindre, l'argument qu'il était en train de développer. En fait, il nous expliquait que le problème des blocages, l'un des blocages fondamentaux qui fait en sorte que dans le contexte des écoles africaines, parce que c'est celle que nous avons fait, comme je disais en début d'émission, on va essayer de rester factuel sur ce que nous connaissons, ce que nous avons vécu, était le fait que les apprenants étaient en quelque sorte obligés d'apprendre. C'est-à-dire, ils n'apprenaient pas parce que le sujet leur plaisait ou alors parce que le sujet leur plaisait, mais plutôt parce qu'ils étaient un peu incités par la force, entre guillemets, force via les punitions, par exemple, quand on n'a pas atteint un objectif, via un certain nombre de choses qui vont dans ce sens, dans le sens carotte et bâton, en fait. C'est-à-dire, c'est pas une quête du savoir par amour du savoir, mais c'est plutôt une recherche de résultats à obtenir parce qu'il faut les obtenir, parce que c'est ce qui est dicté par l'école. Donc, c'est l'argument qu'il tenait et que nous avons tout à fait entendu. Et je vais donc le relancer dans cette direction pour poser la question. Bon, si c'est le cas, effectivement, pour toi, quel est le rapport, en fait, entre cela, entre le fait que entre la manière de transmettre les connaissances et les connaissances en elles-mêmes. Quelqu'un serait tenté de dire, dans l'armée, les militaires sont forcés et le fait que les militaires soient forcés à faire ce qu'ils font n'empêche pas qu'ils soient performants. Pourquoi est-ce que dans le cadre de l'école, ce serait différent en fait? Bon, le rapprochement entre l'école conventionnelle et l'école militaire, un peu, je ne dirais pas abusé, mais il n'est pas, à mon goût, il n'est pas approprié ce rapprochement. Dans la Non, logique. ok, je vais préciser ma question. Peut-être oui, effectivement, peut-être que ça va un peu trop loin. Mais je veux dire, est-ce que, parce que ça donne l'impression que on devrait faciliter les choses aux élèves, on devrait tout leur donner. Je fais l'avocat du diable, hein. Ça donne l'impression que tu es en train de dire que on caresse trop, on doit caresser les élèves, on ne doit pas les évaluer durement, on ne doit pas les sanctionner, etc. Est-ce que ça ne va pas plutôt faire l'effet inverse où les gens n'auront plus de volonté de travailler parce qu'ils ne sont pas incités à le faire? Disons Peut-être que ma que question est quand je... plus logique Ah maintenant. non,
Oui, oui, la question est bien posée. Disons que euh, la pédagogie ici n'a pas nécessairement un rôle, j'allais dire, n'a pas nécessairement un rôle de... Il n'est pas question de les laisser aller. Il est surtout question d'inculcation, je dis d'inculquer, d'inculquer correctement les connaissances. Alors, Hmm. quelle est la bonne méthode? Enfin, quelle serait la bonne méthode entre une méthode coercitive et une méthode douce? Bon, quelle serait la bonne méthode entre une méthode coercitive et une méthode douce? La question de départ, c'est le rôle de l'école. Et le rôle ici, le rôle de l'école, comme j'ai dit au départ, c'est enfin, de favoriser, d'inciter la curiosité des apprenants. OK. Je pense pas je pense pas qu'on puisse, puisse favoriser la curiosité des apprenants en leur obligeant de recevoir les connaissances qui sont dispensées dans les écoles. Ça fait sens. Alors, Hmm. moi, quand j'étais petit, je n'avais pas eu besoin de l'école pour me poser la question, la simple question, pourquoi il fait nuit lorsque 19 heures arrive? Par exemple, c'est une question que je posais par curiosité. Bon, déjà, l'école ne m'a pas forcé, ne m'a pas incité à me poser ce genre de questions. Mais Mhm. justement, pour éveiller cette curiosité, il y a déjà le plaisir à voir le phénomène. Parce que je regardais le phénomène, je regardais la nuit, je me posais cette question et j'étais émerveillé par, de curiosité, j'étais émerveillé de curiosité. Mais Hmm. prenons le cas inverse. Si à l'école, on m'obligeait à me poser cette question, si à l'école, on m'obligeait de me poser cette question, là, il n'y aurait pas eu de curiosité, il y aurait juste eu une pression. Une pression. Je serais obligé de connaître la réponse obligatoirement d'une certaine façon. Or, si OK. c'était, voilà, or, si j'étais, comme j'étais là, curieux et émerveillé par ce phénomène, je me poserais cette question naturellement, sans aucune pression, sans aucune gêne. Et la réponse, c'est tant qu'il y a une réponse. Si, bon, il y a effectivement une réponse, c'est de l'ordre de la cosmologie. Non, mais non, pas. Mais là où Hmm. je voulais en venir, c'est plus on est à l'aise avec la curiosité, avec le goût pour la connaissance, plus on retient vite, plus on veut apprendre, plus on, plus on apprend, plus on veut apprendre. Donc, il y a cet effet-là, cet effet de plaisir. Il y a cet effet de plaisir dans le fait d'être curieux, dans le fait d'inciter la curiosité, etc. Or, si on nous obligeait à l'école, par exemple, comme on fait aujourd'hui, on nous oblige à apprendre, on pourra effectivement acquérir de la connaissance, mais à la fin, c'est-à-dire lorsqu'on aura terminé l'école, il se peut que cette connaissance qui ne nous servait à rien au départ, puisqu'en fait, on ne voulait pas savoir ce qu'on a appris. Bon, pas nécessairement qu'on ne voulait pas savoir, mais pour beaucoup de personnes, en tout cas pour beaucoup de personnes de ma génération, ils sortent de l'école en se posant la question de savoir, bon, qu'est-ce que je vais faire avec tout ce que j'ai appris? Est-ce que ça Hmm. va, voilà, justement, comme on en vient directement à la question centrale de notre émission, est-ce que ce que j'aurai appris me sera utile? Et pour beaucoup, pour bon nombre de mes congénères, ce n'est pas utile. Par exemple, ils ont l'habitude de poser cette question. Euh, bon, aujourd'hui, tu sais que, bon, je prends juste un simple exemple. Le Mhm. plat Mhm. Munich repère autonomé au IJ. À quoi ça te sert dans la vie courante? Donc, moi, j'aime bien utiliser cette notion.
Moi, personnellement, j'aime bien utiliser cette notion que je voyais depuis la classe de seconde. Mais pour beaucoup qui ont utilisé qui connaissent aussi ça, bon, qui l'ont appris, bon, je dis, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, ils ont reçu cette connaissance, mais ils n'ont pas pris du plaisir à apprendre. Et ils Ok. considèrent, bon, entre guillemets, ils considèrent qu'ils ont été bizutés. Hmm. Donc, c'est ça la différence. Ok. Donc, si on ne donne pas du plaisir, voilà. Donc, si on ne donne pas du plaisir, l'apprentissage se fera de façon beaucoup plus, ça sera beaucoup plus difficile pour l'apprenant d'apprendre. Donc, Très voilà. bien, très bien, très bien. Merci encore pour cette réponse. Donc, pour enchaîner, avant de prendre la question qui s'affiche, hein, une question qui nous vient du chat de YouTube, de la part de MAPN Tips. Je vais te poser une autre question. C'est là on a un peu vu, on a un peu eu une vision critique de ce que l'école n'apporte pas. C'est ce qu'on a vu. Et moi, et on a vu ça un peu à un niveau macro. C'est-à-dire, on parlait de l'école de façon globale, dans sa globalité. Moi, la question que j'ai envie de poser, c'est, compte tenu, pour que ce soit pratique pour les gens qui nous écoutent, compte tenu, là, on va rester sur le système secondaire, qui est un peu le socle de connaissances que nous devrions tous avoir. Aujourd'hui, qu'est-ce que pour toi, bon, aujourd'hui, qu'est-ce que l'école apprend? Qu'est-ce qu'on apprend à l'école aujourd'hui de façon pratique? Donc, on a des matières, on a les mathématiques, on a la physique, on a tout ça, tout ça, tout ça, les langues, etc. Je veux un peu que tu nous dises, toi, ton ressenti de ce que tu as senti que l'école apprend. Donc, qu'est-ce que l'école apprend aujourd'hui? Et je veux également, d'une part, et d'autre part, qu'est-ce que l'école n'apprend pas, par exemple? Je ne sais pas si ma question elle est claire. Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux répondre à cette question en quelques petites phrases? Bon, alors, c'est- je pense que c'est quand même une question qui nécessite d'être située dans un contexte particulier. Mhm. Alors, je ne parlerai de l'école je ne parlerai de l'école en Afrique et plus précisément au Cameroun. Bon, je ne sais pas ce qui se Très bien. passe ailleurs. Ouais, Chose voilà. qui nous convient totalement. Mm. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on apprend véritablement à l'école au Cameroun en particulier et en Afrique en général? Je vais être succinct parce qu'il y a tellement de choses à dire sur cette simple question. Je vais être très Oui, succinct. oui, oui. Mais avant, On pourra mais d'ailleurs avant en d'y faire répondre, tout un sujet plus tard. Mais c'est vraiment effectivement, pour que les gens soient un peu aient une idée. Ouais. effectivement. Mais avant d'y répondre, je vais faire une analyse assez brève. Je pense qu'il convient préalablement de répondre à deux questions. La première question serait qu'est-ce que apprendre? Que signifie apprendre? Mm. Bon, je vais y répondre en donnant la définition du dictionnaire Larousse. Apprendre, c'est acquérir de la connaissance. Tout simplement. Apprendre, c'est acquérir de la connaissance. Bien. Maintenant, la deuxième question, c'est qu'est-ce que la connaissance? Alors, qu'est-ce que la connaissance ou plutôt qu'est-ce que connaître? Alors, connaître, et là j'utilise encore la définition du dictionnaire Larousse. Enfin, je préfère utiliser la définition conventionnelle de ces concepts plutôt que de proposer mes propres définitions qui sont Tout à fait. des Qui sont définitions subjectifs. On va abstraites. rester, Voilà. voilà, on va rester sur le conventionnel. Ouais. Voilà. Donc, ok. Qu'est-ce que apprendre? Je veux dire, qu'est-ce que connaître plutôt? Connaître, c'est avoir une idée claire de quelque chose. Donc, pour reformuler la question que tu m'as posée, il s'agit de savoir ce qu'on acquiert à l'école et dont on a une idée claire, tout simplement. Mais en Très bien. fait, la question est posée en partant du principe, en partant du principe qu'on acquiert effectivement des choses dont on a pleinement la maîtrise, c'est-à-dire dont on a une idée claire. Et c'est là où le bas blesse, en tout cas pour moi, c'est là où le bas blesse parce que bon, moi j'ai été à l'école et je ne veux pas le nier, j'ai reçu des choses, j'ai acquis des choses. Maintenant, Mm. reste à savoir, en tout cas en ce qui me concerne, reste à savoir la nature de l'acquisition. De quoi s'agissait-il? Est-ce qu'il s'agissait réellement de connaissances?
Pour ma part, je ne pense pas qu'il s'agit de connaissances. Et je vais prendre deux ou trois exemples pour clarifier ce point. Hmm. Euh, Venons en chimie, justement, comme tu parlais de l'école secondaire, pour ceux qui ont été en classe de seconde scientifique, la seconde c'est au Cameroun par exemple, il y a une matière qu'on appelle la chimie, et en chimie, on nous a tous appris une chose globalement, c'est une réaction chimique assez simple à retenir. Lorsqu'on prend du chlorure d'hydrogène, lorsqu'on prend du Mhm. chlorure d'hydrogène et qu'on y introduit du nitrate d'argent, il se forme un précipité de chlorure d'argent de couleur blanc qui noircit à la lumière. Donc, lorsqu'on prend du chlorure d'hydrogène, on ajoute du nitrate d'argent, il se forme un précipité blanc qui noircit à la lumière. Précipité blanc de chlorure d'argent. Donc, on a tous appris ça en chimie. Mhm. Alors, la question qui se pose, c'est-à-dire aux apprenants, la question qui se pose aux apprenants, c'est est-ce qu'ils ont déjà vu le chlorure d'argent? Je veux dire, est-ce qu'ils ont déjà vu le chlorure d'hydrogène physiquement, c'est-à-dire en laboratoire? Est-ce qu'ils ont déjà vu le nitrate d'argent? Est-ce qu'ils ont vu la réaction de précipitation? C'est-à-dire ce qui conduit à la formation du chlorure d'argent qui noircit à la lumière. Est-ce qu'ils sont au courant? Bon, je veux dire, est-ce qu'ils sont sûrs que la couleur du précipité, c'est du blanc? Est-ce qu'ils sont sûrs que c'est effectivement un précipité qui se forme? Donc, en fait, on a donné une phrase et qu'on a demandé aux apprenants de réciter. Mais il n'y a pas de maîtrise en tant que telle des concepts. Il n'y a pas la maîtrise des objets qu'on est en train d'apprendre. Ça, c'est un premier exemple en chimie, par exemple. Hmm. Et en français, un autre exemple, c'est en français. Lorsqu'on nous apprend à utiliser les mots, on nous apprend à orthographier les mots. Par exemple, en orthographe, on nous a appris que avec s'écrivait avec un C. Donc, avec A-V-E-C. Mhm. Mais à quand date à quand date cette orthographe? Parce qu'il y a une certaine époque où avec s'écrivait avec C-Q-U-E. Il y a une certaine époque où avec s'écrivait avec C-Q-U-E. Et il y a même des symboles en français, par exemple le S tel qu'on le connaît aujourd'hui, ce n'est pas le S qui était connu le S du 15e siècle ou du 14e siècle, par exemple. Ou le mot français même. Est-ce que les apprenants en français savaient qu'on l'écrivait plutôt François? C'est-à-dire le mot français s'écrivait avec un O entre le CCD et le I. Mais on lisait français, pourtant ça se lit aujourd'hui. Aujourd'hui, on le lirait François, pourtant ça s'écrivait François à l'époque. Aujourd'hui, on le lisait français. Je veux dire, Hmm. il y a certains, on dirait que ce serait des connaissances en tant que telles. Mais ce qu'on entend par connaissance, lorsqu'on nous inculque de la connaissance, celui qui se charge de donner de la connaissance doit veiller à ce que l'apprenant s'émancipe de lui. C'est-à-dire, lorsqu'il aura acquis de la connaissance, il ne dépendra plus, l'apprenant ne dépendra plus de son ancien enseignant. C'est Hmm. exactement ce qui se passe lorsqu'on fait de l'auto-école, par exemple. Lorsqu'on dit qu'on sait conduire une voiture, on n'a plus besoin d'un moniteur. Mais lorsqu'on sort de l'école, quand on dit qu'on a reçu de la connaissance, en général, on n'arrive pas à nous, je veux dire, à nous émanciper, comme je disais, à nous émanciper de nos professeurs. Apprendre, c'est dire sur un sujet ce que nous savons, indépendamment de ce que celui qui nous a appris sur le sujet sait. Et donc, il y a des pratiques, je veux dire, il y a des méthodes pour apprendre effectivement.
Par exemple, j'ai parlé de la chimie tout à l'heure. Ce n'est pas que ce soit faux qu'en mélangeant du chlorure d'hydrogène et du nitrate d'argent, il ne se formera pas de précipité. Mais pour le savoir, il faudra ce, faut réaliser ce mélange dans un laboratoire pour le Hmm. savoir effectivement. Or, il y a plusieurs de nos apprenants, il y a plusieurs des élèves qui sont en seconde C actuellement qui ne vont retenir cette phrase comme une formule, une sorte de formule magique sans avoir jamais vu cette réaction en laboratoire. Donc, on ne peut pas dire qu'ils ont reçu de la connaissance. On va seulement dire qu'ils ont reçu une information. Et ils auront peut-être, avec le temps, des moyens de confirmer cette information. Mais on ne peut pas dire qu'ils ont reçu de la connaissance là actuellement. Donc, ça, ce sont quelques exemples pour dire déjà quelle est la nature de ce qu'on reçoit à l'école. Et ce n'est pas de la connaissance en tant que telle, c'est plutôt Tout de à- l'information. Donc, si on répond, oui, 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 non, non, vas-y, vas-y, donc, vas-y. ok, très bien. Donc, à la question de savoir qu'est-ce qu'on apprend réellement à l'école, personnellement, je dirais qu'on n'apprend pas grand-chose. On nous donne seulement de l'information et charge à nous de confirmer ou d'infirmer les informations en fonction de notre curiosité. Si cela nous fait plaisir enfin, si cela nous intéresse, c'est-à-dire l'information que nous avons reçue, ça nous intéresse. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça, il n'y a pas que ces trois exemples. Il n'y a pas que ces trois exemples je vais dire, il n'y a pas que ces deux exemples que j'ai donnés. Donc, en gros, pour ma part, je ne dirais pas qu'on apprend, dans le sens où on acquiert de la connaissance à l'école. Ce qu'on fait, c'est acquérir de l'information. Bon, je pense que c'est un peu, à mon sens, c'est un peu limité. Tu avais pratiquement conclu ton argument pour nous expliquer qu'en fait, il y a une différence entre le fait de donner des informations sans comprendre le pourquoi du comment et d'avoir la connaissance qui consiste à saisir la nature des réactifs et des produits bon, dans le cadre d'une réaction chimique. Et donc, pour qu'on puisse avancer un peu dans l'émission, on a beaucoup analysé, on a diagnostiqué en fait le ce pourquoi la connaissance, si on peut dire ça comme ça, n'est pas donnée, n'est pas diffusée à l'école. Vous voulez qu'on entre un peu dans une seconde phase où tu vas essayer de dire un peu à la lumière de tes propres lectures, à la lumière de tes propres expériences, comment toi tu fais. Je tiens à préciser que Bong a écrit beaucoup de textes que vous pouvez retrouver quelques-uns sur Facebook où il donne son point de vue sur des questions diverses et variées. Vous pouvez retrouver. Et ces textes sont très mieux, à mon sens, purement subjectif. Et donc, je veux savoir comment tu fais pour justement, comment tu abordes la connaissance. C'est-à-dire, tu es sorti du système scolaire, tu as eu ton diplôme, etc. Mais maintenant, comment est-ce qu'il faudrait faire justement pour pouvoir avoir des informations qualitatives, pour pouvoir maîtriser un sujet? Maîtriser un sujet. Donc, du coup, tu peux prendre un exemple d'un sujet que tu estimes avoir maîtrisé, pas forcément à 100% parce que la connaissance est tellement vaste aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux nous donner des clés, des éléments qui nous permettent de pouvoir euh, être au maximum sachant d'un sujet? Oui, alors, la première clé, c'est évidemment le questionnement, ce que je appelle la curiosité. C'est-à-dire, le fait de se poser la question sur le sujet qu'on souhaite connaître, c'est la Hmm. première clé. Le questionnement, c'est la première clé. Ensuite, la recherche, non, avant d'y arriver, on se pose d'abord la question de savoir qu'est-ce que j'ai appris à l'école, dans le cadre de l'école. On se pose d'abord la question de savoir qu'est-ce que j'ai appris dans le cadre de l'école. Et on se rassure dans un premier temps si ce qu'on a appris à l'école nous suffit comme connaissance sur le sujet. Si cela nous suffit, alors je pense qu'on n'a pas besoin
En tout cas, pour moi, ça va jamais me suffire. La question de savoir si la connaissance apprise à l'école me suffit, la réponse est catégorique. Elle ne me suffira jamais. Donc, Si, à si- partir... et, je t'interromps parce que si on suit le raisonnement que tu as donné précédemment, on n'a rien appris à l'école, en fait. C'est plus ou Bien sûr, moins. bien sûr. Voilà, c'est plus ou moins. Ok, très bien. Là, tu peux continuer. Je voulais juste être sûr que c'est effectivement ce que tu suggères. Alors, à partir de ce moment, ce que je propose, c'est de chercher des sources alternatives, ce que j'appelle les Ok. sources alternatives. Et en ce qui me concerne, il y a principalement deux sources alternatives. Si Mhm. on part du principe qu'on n'a rien appris à l'école, c'est soit parce que le système éducatif est mauvais, soit parce que contenu le contenu du système éducatif lui-même est mauvais. Et parfois, ce sont les deux en même temps. Bon, c'est les deux en même temps dans le cadre de l'éducation en Afrique. Bon, et je ne sais pas pour les autres. C'est les deux en même temps dans le cadre de l'éducation, c'est-à-dire le contenu du système et la structure même du système éducatif. Parce qu'il peut exister de bonnes écoles, c'est-à-dire des écoles qui enseignent, qui donnent de la connaissance, comme je le disais, mais dont la structure est encore à améliorer. Mais il existe des écoles dont la structure peut-être qui peut être bien structurée, mais à l'intérieur, on n'apprend pas des choses, j'allais dire des choses utiles, mais on n'apprend pas ce qu'il faudrait apprendre. Donc, voilà voilà par exemple deux raisons pour lesquelles le système éducatif est je veux dire, est remise en cause ici. Donc, pour le fait d'apprendre, le problème, ce sera peut-être au niveau de l'école. Et si c'est au niveau de l'école, alors on a deux solutions. Soit, je veux dire, au niveau des solutions alternatives, soit on Mhm. change d'école, soit on change d'école, on se dit qu'il y a peut-être une meilleure école, une meilleure institution où on pourra recevoir de la bonne connaissance, de la connaissance utile, de la connaissance factuelle, de la connaissance, de la vraie connaissance. Ou alors, si on n'en est pas capable, ce que moi je fais actuellement, c'est je me concentre sur la lecture. Je me concentre sur la lecture excessive. Et c'est ce que je fais aujourd'hui dans les disciplines qui m'intéressent le plus. Je me concentre sur la lecture excessive. Donc, j'achète des livres, je commence à lire. J'achète plusieurs livres sur un même sujet. Par exemple, je suis passionné je suis passionné d'histoire, je suis passionné d'histoire et de sociologie. Je peux acheter plusieurs livres sur un seul et même sujet. Hmm. En lisant ces livres, en les étudiant, je peux tirer des informations, non seulement dans tous les livres, je peux faire une synthèse de ces livres. C'est précisément ce qu'on entend par exégèse. Et donc, aujourd'hui, pour moi, c'est la lecture qui est une alternative à l'apprentissage scolaire et académique. La lecture, c'est surtout la lecture. Donc, c'est ce que moi je propose en gros. C'est ce que moi je propose en gros. Une lecture excessive. C'est la réponse à la question. Ok. Lecture excessive. Surtout pour ceux Ouais, qui n'ont ouais. pas de moyens. Mais surtout pour ceux qui n'ont pas de moyens de retourner à l'école. Donc, lecture excessive, dans la lecture. Voilà. La lecture. Ok. Mais donc, moi, j'allais te poser la question, parce que là, quand tu dis la lecture, comment est-ce que tu sélectionnes tes lectures? Quels sont les critères qui te permettent de sélectionner tes lectures? Est-ce que tu vas lire n'importe qui? Par exemple, tu vas commencer, tu vas prendre un auteur, tu as envie d'avoir des connaissances sur l'Afrique. Est-ce que tu vas choisir un auteur qui n'est jamais allé en Afrique, qui ne sait rien de l'Afrique, par exemple? Comment est-ce que tu vas sélectionner? Comment est-ce que tu sélectionnes tes lectures, en fait? Et comment est-ce que tu fais euh, euh, le mot me vient en anglais, je vais y arriver. Comment est-ce que tu confrontes les connaissances que tu as eues à une réalité quelconque? Bon, alors,
concernant l'histoire et la sociologie, c'est-à-dire en gros les sciences sociales. Bon, premièrement, je m'intéresse surtout aux sciences sociales africaines, c'est-à-dire l'histoire africaine, la sociologie africaine, l'anthropologie africaine. Je ne m'intéresse pas encore aux histoires des autres peuples. Bon, juste un peu, mais pas beaucoup, mais majoritairement dans l'histoire africaine. Et Mhm, effectivement, avant de acheter un livre, avant d'acheter un livre, je, je, me, je prends des informations sur l'auteur. Je prends des informations sur l'auteur. Bon, déjà, avant d'acheter un livre, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire, je ne me suis pas intéressé dans un premier temps à Cheikh Anta Diop parce que c'est lui que je lis aujourd'hui beaucoup plus. C'est lui que je lis mhm. aujourd'hui beaucoup plus. Mais je ne me suis pas intéressé dans un premier temps à Cheikh Anta Diop. Je me suis intéressé à un historien camerounais du nom de... Comment il s'appelle encore? Enfin, c'est pas nécessairement un historien, mais c'est un spécialiste de la question, des questions relatives au développement de l'Afrique. Bon, ils sont Ok. nombreux. Lui, il s'appelait Mbok Basson, c'est lui que je... Il s'appelait Mbok Basson, c'est lui que j'écoutais beaucoup. Et comme je savais qu'il avait lu chez Anta Diop, et qu'apparemment c'est de cet historien qu'il avait tiré la plupart de ses réflexions, j'ai commencé à lire, bon, j'ai commencé à m'intéresser à la personne de Cheikh Anta Diop. Hmm. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à acheter ses livres. Oui, à partir de ce moment que j'ai commencé à acheter les livres de Cheikh Anta Diop et de ceux qui, d'une certaine façon, ont poursuivi ces travaux, comme Théophile Obenga, un autre Mubabinge Bilolo et plein d'autres historiens de la même trace. De par ce que tu as présenté, on peut comprendre que l'idée, c'est de partir d'un point de départ, c'est-à-dire de prendre un livre, parce qu'on ne va pas certainement savoir quelle est la meilleure source. On part d'un livre, on le lit, on essaie de voir les sources de l'auteur du livre en question, on remonte à ces sources, et à partir de ces sources, on peut avoir une connaissance plus globale du domaine. Donc, je ne sais pas si j'ai bien résumé ta pensée ou si Oui, tu as des choses à effectivement, mais rajouter, à corriger. oui, oui, surtout, il ne faudrait pas se limiter aux livres qui partagent les idées de l'auteur. Il faut aussi lire les livres qui partagent des idées contraires, c'est-à-dire ces détracteurs, comme tu le disais au départ. Parce que j'ai effectivement lu les détracteurs de Cheikh Anta Diop, celui qui disait, bon, c'est sa thèse phare, sa thèse sur l'origine égyptienne de la civilisation africaine, etc. Donc, j'ai lu des livres par exemple, de François Xavier Fauvel, j'ai lu des Mhm. livres de Alain Froment, j'ai lu des livres de beaucoup d'autres sociologues et d'anthropologues qui contredisaient la thèse de Cheikh Anta Diop. Donc, pour me faire une idée plus claire de ce qu'il fallait savoir sur ce sujet, parce que la sociologie, ce n'est pas une science exacte. Comme tu le disais, la sociologie, ce n'est pas une science exacte. Et surtout sur des questions relatives à l'origine des civilisations, à l'origine d'une civilisation, un seul auteur ne peut pas en dire la totalité. Donc, il ne faut pas se limiter sur la lecture d'œuvres d'un groupe d'auteurs. Il faudrait aussi lire l'ensemble des travaux sur cette seule question. Ça fait aussi partie de ce que j'entendais par lecture. OK. Donc, ça, c'est... Alors, OK. J'ai une autre question. Parce que les questions que les gens vont forcément se poser, parce que l'objectif de ce podcast, c'est vraiment que ce soit utile, c'est-à-dire que les gens aient des éléments plutôt tangibles qu'ils peuvent vraiment exploiter. Bon, il y a des personnes qui se sentent qui se sentent pas légitimes, par exemple. Tu vas parler d'un gros livre comme les livres de chez Anta Diop Nation, Nègre par exemple, qui est un très gros livre. Une personne qui n'a pas forcément, quel est ton conseil à une personne qui n'a pas forcément été habituée
à consommer des gros livres comme ça. Parce qu'à l'école, bon, les livres sont relativement, non pas ces dimensions-là, on va dire. Et bon, si, quelques-uns ont ces dimensions-là, mais ce n'est pas aussi compact. Par exemple, les mathématiques, tu auras un chapitrage très clair qui fait en sorte que, bon, tu peux lire une partie indépendamment de l'autre. C'est pas une idée. Enfin, oui, tu peux lire un chapitre indépendamment d'un autre. C'est totalement possible dans certains livres de mathématiques. Et du coup, qu'est-ce que tu conseilles à une personne qui doit aborder, voilà, qui veut connaître, avoir plus d'informations sur un sujet, comme tu l'as dit, elle se rapproche vers une source alternative qui est un livre. Comment est-ce qu'on peut aborder un livre? Ou alors, comment est-ce que toi, tu as fait en sortant du même système scolaire que nous, à pouvoir ingurgiter des quantités euh, intéressantes de connaissances dans les livres? Comment est-ce que tu fais concrètement? Bon, alors, si je m'adresse à un novice, c'est-à-dire à une personne qui est nouvelle dans le sujet, c'est-à-dire dans la matière, dans la science, ce que je conseillerais, c'est de prendre de prendre des travaux qui ne sont pas des thèses de doctorat, comme effectivement le livre phare de Cheikh Anta Diop, Nation Nègre et Culture. C'est pas un livre que tout le monde pourrait lire du premier coup. Moi, par exemple, je l'ai lu 6 fois avant de comprendre à 80%. J'ai dit à 80%. Donc, c'est une thèse de doctorat qui n'est pas évidente. Enfin, elle n'est pas évidente. Elle n'est pas évidente à comprendre dans une première lecture. Il faudrait soit-même être un doctorat ou un docteur en histoire pour comprendre dès la première lecture ce livre. Donc, ce que je conseille en général, c'est de prendre. C'est vrai que on pourrait pas, on pourrait pas sélectionner, on pourrait pas sélectionner dans un, on pourrait pas sélectionner rapidement le livre qu'on devrait étudier. Mais dans un premier temps, c'est de prendre des livres plus généraux, des livres de vulgarisation. C'est mieux. Hmm, C'est mieux de commencer par une vulgarisation dans un premier temps. De commencer des livres qui expliquent de façon terre à terre les sujets, expliquent de façon terre à terre les sujets avant de prendre des livres un peu plus compliqués. Bon, alors, pour moi qui a commencé, quand je m'intéressais à l'histoire, j'ai commencé par la lecture des 8 volumes de l'histoire générale de l'Afrique. Bon, là, on fait effectivement de l'histoire terre à terre. C'est vraiment de l'histoire terre à terre, même si c'est vrai que dans certains chapitres, on est beaucoup plus précis, mais c'est quand même de l'histoire terre à terre qu'on peut facilement apprendre. Donc, l'histoire générale de l'Afrique, les 8 tomes rédigés par l'UNESCO, c'est par ce livre-là que j'ai commencé. Alors, si on est passionné, parce que ce sont des livres assez volumineux, mhm. des livres de l'ordre de 500, 600, 700, 800 pages, le plus volumineux à près de 2000 pages. Mais si on est vraiment passionné, je pense que la taille n'est pas vraiment un problème. Donc, j'ai commencé par ces petits livres. Bon, pas ces gros livres-là. Ce sont des livres que je considère comme des livres de vulgarisation de l'histoire de l'Afrique. Bon, pas nécessairement de vulgarisation parce que c'est quand même écrit par un comité scientifique. Mais ce sont des livres beaucoup plus simples parce que le contenu est beaucoup moins précis, est beaucoup moins précis en termes de rigueur. C'est beaucoup moins précis en termes de rigueur scientifique. Ce ne sont pas des thèses de doctorat, ce Hmm. sont des livres d'histoire. Ce sont des livres d'histoire qui racontent des histoires. Voilà. Donc, j'ai commencé par ces livres qui sont simples à comprendre, faciles à lire. Et ensuite, j'ai élevé le niveau, j'ai pris des livres beaucoup plus compliqués, comme des livres de Bomba Songsen. Encore plus compliqués parce que ce sont des livres de théorie. Et ensuite, les livres de Cheikh Anta Diop qui sont beaucoup plus compliqués que ces livres. Donc, je conseillerais de commencer par des livres simples, de commencer par des livres très simples, des livres faciles à comprendre. Si on est novice,
si on est nouveau dans le domaine, si on est nouveau dans le sujet, de commencer par des livres très simples. Donc, comme je Oh, disais en histoire, c'est l'histoire générale de l'Afrique par laquelle j'ai commencé. oh, ok, super, super. Merci encore pour ta réponse. J'ai une autre question. Alors là, il me reste trois. Il me reste trois questions. On va essayer de répondre rapidement pour terminer à 30. Et la question, elle est très simple. C'est est-ce que tu as des routines de lecture? Est-ce que tu as, voilà, des routines, une façon de lire en particulier, ou alors tu lis, tu ingurgites juste comme ça, de façon Alors, comme mes un routines bourrin? de lecture. Alors, Hmm. mes routines. Bon, généralement, quand je prends un nouveau livre, je fais toujours ce qu'on appelle une première lecture. C'est-à-dire, je le termine entièrement. Non, je le lis comme je ne cherche pas à retenir dans un premier temps. Mais c'est vrai que en lisant, en faisant une première lecture, je prends rapidement des mots-clés, les mots-clés de chaque chapitre. Je prends rapidement, je fais je souligne, je souligne. Mais dans un premier temps, je, je fais une première lecture parce que moi, en général, je ne lis jamais un livre une seule fois. Je lis Ok. toujours un livre deux ou trois fois. Je lis toujours un livre deux ou trois fois. Toujours deux ou trois fois. La plupart des livres, c'est en général la raison pour laquelle je lis pas beaucoup enfin, je fais pas beaucoup de lectures en une année. C'est pas comme, enfin, il y a des gens qui sont en mesure de lire 300 livres en une année, ça. Je sais pas comment il faut. Mais moi, je prends toujours le temps Je ne fais pas de... partie de ces gens-là, juste au cas où. Non, je ne suis pas dans ce club. Voilà. Donc, moi, en général, et je n'ai pas honte de le dire, je lis en moyenne moins de 60 livres par an. 60, même moins, bien moins que ça, 50 000, 40 même. Moins de 60 livres par an. Bon, C'est là, déjà c'est vrai bien, que les hein? livres que je... c'est bien, parce que en réalité, je lis deux, trois ou quatre fois ces livres-là. Deux, trois ou quatre fois. Ok. Parce que moi, j'ai envie de retenir, oui, parce que moi, j'ai envie de retenir le maximum de choses qui sont contenues à l'intérieur. Et je prends, et attention, parce que ça aussi, c'est une autre pratique. Il y a des gens qui lisent rapidement, c'est-à-dire, bon, ils lisent rapidement. Ça Pour aussi, les c'est une stats. pratique que moi, je n'ai pas. Pour les Oui, statistiques. Oui, oui, enfin, tout à fait. non. Et moi, non, et moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. Donc, je prends le temps de lire, je prends le temps de lire. La première lecture, comme je disais, la première lecture, c'est la lecture de découverte du livre. Alors, c'est là où je sais si c'est un livre que je dois relire. Parce qu'il y a effectivement des livres que je ne lis qu'une seule fois. Et ces livres-là, je ne les relis plus jamais parce qu'ils ne m'ont pas vraiment intéressé. Donc, la première lecture, c'est pour savoir si le livre est à relire. Ça, c'est la première lecture. Mhm. Et lorsque j'effectue la première lecture, bon, je voudrais savoir que je peux changer de livre entre-temps. Mais la première lecture, c'est pour savoir si c'est un livre que je vais garder dans mon chemin. La deuxième lecture, c'est là où je prends le temps de bien maîtriser le contenu. Je prends le temps de bien maîtriser le contenu. Et en général, cette maîtrise-là se fait en deux lectures. Surtout si le livre est, enfin, surtout si le livre est compliqué à comprendre, par exemple, comme le sujet de thèse de Cheikh Anta Diop, que j'ai pris je l'ai lu plus de 6 fois. Je l'ai lu plus de 6 fois et je suis peut-être à ma septième lecture aujourd'hui. Je l'ai lu plus de 6 fois. Donc, la deuxième et troisième lecture, les deux lectures après la première lecture, c'est pour la consolidation, c'est-à-dire pour l'apprentissage, pour la maîtrise du livre, effectivement, pour la maîtrise du livre. Et lorsque j'ai fini de maîtriser le livre, ça peut prendre deux ou trois lectures en fonction du niveau. En fonction du niveau de lecture, ça peut prendre deux ou trois lectures. Lorsque j'ai fini de maîtriser le livre, si le livre m'a, enfin, si la lecture du livre m'a fait plaisir, je fais une quatrième lecture, une cinquième lecture, bon, rarement une sixième lecture, bon.
Par exemple, pour le livre de Nation Nègre et Culture, je lis aujourd'hui pour le plaisir parce que j'ai beaucoup aimé lire ce livre-là. J'ai apprécié j'ai apprécié l'apprentissage. Parce que comme je disais, aujourd'hui, j'apprends en lisant. J'ai beaucoup apprécié l'apprentissage, j'ai beaucoup apprécié la lecture, la tournure des phrases, la façon dont il dévoile certaines connaissances que je n'avais pas, dont je n'avais pas connaissance pour éviter le pléonasme. Donc, lorsqu'un livre m'a beaucoup plu, je peux le lire 4 ou 5 fois. Mais une chose est sûre, c'est que la première lecture, je fais une première lecture pour la découverte. La deuxième lecture, c'est pour l'apprentissage. La Hein. troisième lecture, c'est pour la consolidation. Donc, pour ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai appris, et pour l'amélioration aussi. Parce que il ne s'agit pas seulement d'apprendre, mais il s'agit aussi de, comment dire, d'adapter l'apprentissage, d'adapter l'apprentissage, d'adapter la connaissance, d'utiliser la connaissance que j'ai apprise dans la vie de tous les jours. Bon, pas nécessairement dans la vie de tous les jours, mais en tout cas pour ma propre vie. Voilà, pour ma propre vie. Est-ce que la Hein. connaissance sera utile pour ma propre vie lorsque la connaissance est utile pour ma propre vie? Donc, la troisième lecture, c'est la lecture de consolidation. Et la quatrième lecture, et éventuellement, les lectures qui suivent après les 3 lectures, ce sont des lectures pour le plaisir. Donc, ça, c'est une sorte, voilà ma routine de lecture. Et c'est Ok. ça qui fait en sorte que c'est ça qui fait en sorte que je lis moins de 50 livres par an. L'année passée, j'en ai lu 47. Mais au moins, ce sont des nouveaux livres. Ce sont des nouveaux livres. Quand on dit 50 livres par an, ce sont 50 nouveaux livres par rapport à l'année dernière. Donc, un chiffre en Précision, général. précision très importante, critique même, j'ai envie de dire. Ok, Ouais, il me restait deux questions, mais je ne vais que poser une seule parce que l'avant-dernière question, la réponse est implicite. J'allais te demander quelle est ta motivation pour dire, mais je suppose que dans ta réponse précédente, c'est parce que c'est quelque chose qui te plaît, parce que dans la fin de la réponse à ta question, enfin, le développement de ta réponse, le développement de ta réponse laissait à penser que tu as abordé un livre en premier pour voir si le livre te plaît. Et si le livre te plaît, tu vas le relire plusieurs fois encore de suite. ouais. Donc, c'est vraiment c'est l'appréciation que tu fais du livre qui va te motiver à continuer ou pas. Donc, je ne poserai pas la question parce que la réponse me paraît évidente. Et ma dernière question, c'est est-ce que tu as une citation, une phrase que tu souhaiterais, pas nécessairement par rapport à ce thème, mais que tu souhaiterais partager avec l'auditoire pour que ce soit une citation d'un auteur ou une citation ou une de tes phrases personnelles. Hein. Il y a aucun problème, mais juste un petit mot de la fin qui aura une portée à édifier les personnes qui nous écoutent. Bon, alors, je, je vais donner une belle phrase d'un grand intellectuel malien. Bon, je vais aller dans le sens de notre conversation aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas nécessaire d'en sortir. Je vais, je vais donner une belle phrase d'un grand intellectuel malien du nom de Amadou Ampateba. Il a Mhm. écrit dans un livre que Amadou Ampateba. Mhm. Voilà, il Euh, est. Mhm. Non, vas-y, je mettrai l'autographe dans le chat pour les personnes. Ah, d'accord. Donc, il a écrit dans Amkoulel, l'enfant Peul. C'est le titre du livre qu'il a écrit. Il a écrit ce mot. Il dit, ne regrette rien. Il faudra toujours continuer à apprendre et à te perfectionner. Et ce n'est pas à l'école que tu pourras le faire. Hmm. L'école donne des diplômes, mais c'est dans la vie qu'on se forme. Donc, je reprends. Ne regrette rien. Il faudra toujours continuer à apprendre et à te perfectionner. Et ce n'est pas à l'école que tu pourras le faire. L'école donne des diplômes, mais c'est la vie,
c'est dans la vie qu'on se forme. Donc, c'est une citation sur l'école qui rappelle le fait que l'apprentissage est un long processus qui ne se termine jamais. En réalité, il ne se termine pas. C'est un long processus qui ne se termine pas avec la fin de la formation scolaire ou académique. Ce n'est pas Hmm. parce qu'on a terminé ses études et qu'on a obtenu son diplôme qu'on peut cesser d'apprendre. Pour celui-là qui a obtenu son diplôme et qui a désiré apprendre lorsqu'il était à l'école, l'apprentissage ne s'arrête jamais. L'apprentissage continue jusqu'à ce qu'il estime qu'il n'a plus de questions à se poser. Mais c'est la raison pour laquelle il continuera de lire. Il continuera de lire, il poursuivra ses recherches et il voudra apprendre des choses nouvelles. Mais aussi, parfois, s'il s'agit d'une personne passionnée de science, comme moi, il voudra vérifier si les connaissances qu'il possédait jadis restent encore vraies aujourd'hui, ce qui n'est pas toujours le cas. Hmm. Bon, je vais prendre un exemple. Pour nous autres qui avons fait une terminale scientifique au secondaire, nous avons appris en physique, dans le cadre des chapitres sur les champs de force, que deux charges électriques interagissent en se repoussant si elles sont de même signe et en s'attirant si elles sont de signe contraire. Mais de nouvelles recherches montrent que dans certaines conditions, comme en milieu aqueux ou dans le plasma, des charges de même signe peuvent s'attirer. Voilà donc une mise à jour, voilà donc une mise à jour de connaissances fondamentales qui est un bénéfice de l'apprentissage continu. Donc voilà des choses qu'on n'apprend pas aujourd'hui à l'école, mais qui sont factuelles. On n'apprend pas aujourd'hui à l'école. Donc voilà un bénéfice de l'apprentissage continu qui implique d'avoir la curiosité et une capacité de remise en question. C'est pour ça que l'auteur malien dit quelque part, quelques lignes plus bas dans le même livre, qu'il est un éternel élève. Un éternel élève, ça veut dire qu'il va toujours apprendre, il ne va jamais cesser d'apprendre. Maintenant, j'ai une anecdote par rapport à cela. Une petite Mhm. anecdote assez drôle. Je connais des étudiants qui sont sortis de grandes écoles, de grandes universités, qui ont arrêté de lire. Je m'arrêterai là. Ok, donc le message de fin, en fait, c'est qu'il faut, pour répondre à la question, pour tirer le maximum de savoir utile à l'école, c'est qu'il faut en fait rester un éternel apprenant. Parce que l'école Effectivement, n'aura pas les réponses, enfin, l'école ne va pas continuer de répondre aux questions qu'on se poserait une fois qu'on en sera sorti. Donc, effectivement. merci à tous et à toutes. Je n'ai pas vu de questions dans le chat, donc on pourra s'arrêter là pour le moment. Merci vraiment à tous et à toutes d'avoir suivi, d'avoir écouté ce premier épisode de Radio Corbeau, dans laquelle on a pu parler de sujets qui nous parlent tous, à savoir l'école. J'espère que ça a pu être utile. J'espère que ça a pu aider quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui est à l'école ou pas, qui en est déjà sorti, étant donné que ce dont on parle ne se délimite pas à l'école. Donc, on va essayer d'être plus régulier, de faire plus d'épisodes encore. Vraiment, on s'excuse pour les coupures intempestives qui ne dépendent pas de nous. Ce n'est pas de notre fait, malheureusement. Dans certaines conditions, les télécommunications peuvent être capricieuses. Donc, merci encore de nous avoir suivis. On va communiquer sur les prochains sujets, les prochains thèmes dont on va parler. On va vraiment beaucoup parler d'éducation, on va vraiment beaucoup parler de ça, de, de la lecture, de la culture, de la science aussi à certains moments. Vraiment, cette chaîne a vraiment vocation à essayer de parler de science sans complaisance, comme dirait quelqu'un. Donc, sur ce, je vous dis au revoir et à très très bientôt sur le prochain épisode. Peace.